Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Canal 3 Bénin, dans le 13h au Bénin, dans le sommaire. Aujourd'hui, on s'intéresse aux véhicules de marque allemande, le fonctionnement, leur originalité et tout ce qui fait leur différence avec les autres voitures. Un passionné de ces véhicules et spécialiste de leur réparation est notre guide dans cet exercice. Et puis Tankani, un campement dans la localité de Porga, a été la cible d'un groupe djihadiste dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021. Quelques jours après cette attaque meurtrière, quelle est la situation sur le terrain et à quoi ressemble la vie des populations de Porga? On va le savoir dans un instant. Enfin, que sont-ils devenus aujourd'hui les victimes du drame de Toriabamè? Il y a 5 ans, dans la commune de Toribocito, des hommes et des femmes ont péri dans les flammes sur un site d'enfouissement des produits avariés. Dans ce 13h au Bénin, les rescapés prennent la parole 5 ans après. Témoignages touchants et émouvants à suivre en fin d'édition. Voilà, mesdames, messieurs, c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et heureux de vous retrouver. On poursuit notre aventure dans l'univers des mécaniciens et des garagistes. Aujourd'hui, on s'intéresse aux véhicules de marque allemande, le fonctionnement, leur originalité et tout ce qui fait leur différence avec les autres voitures. Engins captive donc les attentions. Un passionné de ces véhicules et spécialiste de leur réparation est notre guide dans cet exercice. Reportage à suivre sur les réalités qui entourent la mécanique auto de marque allemande. Ces véhicules de marque allemande ont bercé son enfance. Adolescent et adulte, son goût pour ce type d'engin ne faiblira point. C'est donc à dessein que le choix de filière de formation sera bien motivé par cet amour. Moi, depuis que j'ai pris ma diplôme, j'étais entre Mercedes et BM. Et je les aime. C'est pourquoi toujours c'est les voitures préférées chez moi. Comme Tony, bien de personnes sont utilisatrices des véhicules de marque allemande. Quand tout va bien, on garde le sourire. Le cas échéant, il faut solliciter les services des mécaniciens. Dans cette quête de solutions, le réflexe s'annonce les spécialistes. Mais la plupart de mon travail, tu vois, c'est des trucs à mon port, Range Rover, BM, Mercedes. C'est ça la plupart. Dans ce garage à moteur exclusivement allemand, Range Rover, Land Rover, Mercedes, BMW et Volonté, j'en passe, les pannes sont identifiées via le scanner. Supposons des pannes mécaniques, là, tu es obligé de conduire, soulever la voiture toi-même pour que tu puisses détecter. Mais quand c'est des problèmes électroniques, tu es obligé de mettre le scanner. Il y a des nouveaux véhicules comme Mercedes, nouveau modèle là. Si tu n'as pas de scanner là, tu ne peux pas changer les plaquettes. Ici, il y a un fuite d'huile. Oui, on est en train de changer le joint cache-culbuteur là. Mais il y a 2 boulons qui sont foirés. On est en train d'arranger les pas. Parce que les culasses pour les nouveaux véhicules là, c'est maintenant en alu. Et quand c'est chaud là, et tu enlèves, des fois ça tire les pas et les trucs se gâtent. Donc on est obligé de faire des kilos dedans. Le plus fréquent de ces soucis sujets à réparation, c'est le chauffage. Et le patron des lieux explique. La plupart des véhicules qui viennent ici, ce n'est pas tropicalisé. Ça vient des États-Unis, ça vient de l'Europe. Ce n'est pas des voitures tropicalisées. Ce ne sont pas adaptées pour Cotonou. C'est pourquoi il y a trop de problèmes de chauffage, des moteurs. Parce qu'ici, ça ne supporte pas trop de chaleur. Mais avant, c'était toujours problème de suspension, amortisseur, cylindre bloc, toujours ça gâtait. Parce qu'avant, les voies n'étaient pas bonnes. Mais maintenant, la plupart des voies sont bonnes. Ces problèmes, c'est un peu rare. Ici, c'est un problème de moteur. Ouais. Ça, c'est chauffé avec lui. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont roulé jusqu'à ce que le moteur est bloqué. Ouais. Et là, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? On change. Ça, c'est des moteurs, surtout ces voitures-là. Le moteur est un peu sensible parce que tout est en alu. Et vous savez, quand l'alu chauffe, là, c'est plus facile à le récupérer. Oui, on est obligé de changer. Dans leur construction nouvelle, les véhicules toutes marques confondues sont plus enclins à des pannes électriques que mécaniques. Cette réalité nécessite un réajustement de connaissances, donc une mise à jour permanente. C'est souvent les problèmes électriques qui embêtent plus que les autres. S'il y a un fil coupé quelque part, s'il y a un mauvais contact,
si l'eau est rentrée, c'est ça qui embête plus que le travail mécanique là. C'est d'ailleurs cette prise de conscience qui garantit un bon rapport avec les clients. Et derrière le sourire des clients, il y a un travail de forte diplomatie qui se mène loin des regards de ces derniers, surtout lorsqu'il s'agit des pièces de rechange à faire commander chez le voisin nigérien. Pour satisfaire tout le monde, je ne peux pas te dire que tout le monde est satisfait. Parce que même Dieu ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais quand même, on se débrouille. Parce que tu sais, ici on ne trouve pas facilement les pièces. On ne trouve pas... Chaque pièce, tu dois partir au Nigeria, amener ça et revenir ou commander ça de l'extérieur. La livraison, c'est facile, mais si tu montes, c'est pas bon là. C'est ça le problème. Envoyer, ramener. Et si le monsieur qui t'a vendu, il n'a pas un deuxième, tu vas oublier ton argent là-bas. Pour reprendre ton argent, c'est ça le catastrophe. Là. Oui, il va commencer à te dire, achète autre pièce, amène autre pièce. Mais c'est pas... On a trop perdu de trucs au Nigeria à cause de ça. De toute évidence, et la certitude va avec, véhicule de marque allemande rime avec une certaine aisance financière et le recours à un mécanicien spécialiste de ces genres de moteurs est tout simplement raisonnable. Et dans le rang des mécaniciens, on rencontre également des femmes qui exercent ce métier. C'est extraordinaire. Et vous allez le voir tout à l'heure. Ouliat Sanoussi et Moufi de Sagbouran sont allés à la rencontre d'une femme dans un atelier de réparation et de casse de véhicules situé à Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Voici le reportage. C'est un métier destiné aux hommes, mais exercé ici par une femme. Elle a nom Diane Souhouin et s'est spécialisée en mécanique auto, un métier dont elle est passionnée depuis son jeune âge. Mindo mbai 14 ans demain va choro ajodo to baba chelo de mbai 14 ans lote choro tlo de wa bio to lo me boje congé mente ro bio belo. Le métier exige de Diane Souhouin de la force et de l'énergie, parfois sous un soleil ardent. Malgré les difficultés qu'elle rencontre dans le travail, elle n'entend pas abandonner. Nous avons temps pour nous tiens en coplo mam son quoi vi meto ni ta bi ma fa no bia o no se au fies abedo. But I just look when I took club I was very much back. I know I know over the cabo now, Punga, Bon Kiwi, Monomodo, the number. Étant la seule femme parmi les hommes dans cet atelier de réparation et de casse de véhicules installé ici au quartier Midombo, à Akpakpa, elle force admiration au niveau de la clientèle. Mais dans mes dents, ça dit que la cabine de quoi. Mais nous connaissons les gandhi. Moi, ici, c'est une autre chose. On n'a pas de temps. Je vais me donner. Il y a une autre chose. Mais ma canne est quoi, j'ai là. On va bien le copier. On va dire que ma sonne est Aujourd'hui, femme au foyer, Diane Souhouin n'a pas pu obtenir son diplôme de fin de formation auprès de son père. Donc, je vais vous dire que ni assuté na yi diplôme na même so do alo do diplôme lo memba dem go je méthode mo ni donc alo golo ni ko mo ko de jen ganze boy mo boni na bay mo de jen yana do bay. La mécanicienne rêve grand pour son métier, mais le manque de moyens financiers constitue un frein pour son épanouissement.
But if you dem don't know you didn't tell na mutendo toju your polena. Man vod na go doba. Ninka mo alo gojen na go ba che de na yi diplôme. Bonado pomote ho atelier chi. Bonado toju your polena. Na ya plantile. Bona no pinso na pno yega. Me de be pere ngom dimbo moda alogo wedum. Man ndo madoga yene gwalo na mdo mado hunonde kana toju yo pole yinsuna dun no mombono toju yo pole ma menu ko yi lo eta ena via u nga dun ndudu po yo pole kol yi vileton ntopi be ne o menye suna do anyi de lo no via u magando ne ho kwesusu courant kwa ne lebi. Spécialisée en mécanique auto, Diane Souhouin espère que de meilleurs jours s'offriront à elle grâce aux bonnes volontés. En attendant que son projet ne se concrétise, elle s'occupe de son travail pour lequel elle consacre la majeure partie de son temps. Les conducteurs de taxi-moto sont présents dans toutes les localités du Bénin. À Lokossa, ils sont visibles grâce à leur tenue chemise de couleur jaune. Ils sont sur des engins à 2 roues et sont comme des rois de la route. Avec Geoffroy Messan et Florent Dehou, plongeons justement nous dans leur univers. Reportage à suivre. Pas de risque de les louper dans la circulation, au carrefour ou sous les arbres. Toujours aux aguets à guetter d'éventuels clients, ils ont pour signe distinctif la couleur jaune de leur chemise. Communément appelés Zémidjan au Bénin, les conducteurs de taxi-moto sont des rois des rues et ruelles dans une ville comme Lokossa, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Nul endroit ne leur est inaccessible. Radio le bien. 100 francs. La radio. Angelo Sinou se rend au service situé au quartier Glo. Comme il en a l'habitude, pour son déplacement, il s'est attaché les services d'un Zémidjan. Je ne prends pas Zém tous les jours, mais je prends de Zém souvent, très souvent, pour venir au service. Le contrat entre le Zémidjan et son client est simple. Je te transporte jusqu'à destination et tu me paies. Le tarif varie suivant la distance, le nombre de personnes transportées et ou la marchandise transportée. Dans une semaine, environ, je dépense au moins 500. 500 à 800 dans une semaine. Jean-Pierre Olympio est un conducteur de taxi-moto. Ce quadragénaire, père de 4 enfants, exerce le métier depuis 8 à 9 ans. Il est ici sur l'un des lieux de regroupement des Zémidjans. Bon, avant, je vendais de l'essence au bord de la voie. Mais il y a pénurie en ce temps-là, donc l'État a commencé par menacer les vendeurs de l'essence. Donc c'est en ce moment-là que je me suis rentré dans le métier de Zém. À Lokossa, rares sont les Zémidjans en circulation à la recherche de clients. Pour les rencontrer, il faut souvent se rendre sur leur parc de regroupement. Des parcs établis sous des hangars, sous des arbres ou au bord des voies. Chaque point de regroupement est dirigé par un comité composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'un organisateur. Si nous nous regroupons dans un lieu là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements à Lokossa dont les hommes pourront se promener et trouver des clients. Donc, on reste tranquille et on fait le truc tour à tour. Si tu viens là, tu vas écrire ton numéro au tableau et ainsi de suite, celui qui suit. Si quelqu'un est devant toi là, c'est celui-là qui va aller avant toi. Nous sommes régis par des règles. Ici, nous sommes sur le pack C. Nous avons des responsables. La tenue que nous portons ainsi que son numéro nous sont octroyés contre une somme de 15 000 francs. Nous achetons ça à la mairie. Sans cela, tu ne peux pas travailler avec nous. Jean-Pierre Olympio et ses camarades sont pour la plupart des jeunes sans emploi. Ils se sont convertis à ce métier pour trouver le minimum nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Je suis un soudeur en congé. Quand je n'ai plus de soutien là, je me suis entré dans la fonction de Zém.
Bon, activité demain, c'est faute de métier convenable que nous nous adonnons à cette activité. La plupart des conducteurs de taxi-moto commencent par des contrats, puis deviennent par la suite propriétaires de leur engin. De nos jours, la clientèle est de plus en plus rare. La prolifération des engins à deux roues est passée par là. Le propriétaire, il a ramassé ton tin. Quand il te paie l'engin, tu paies 5 jours, 3 000 francs. Le contrat est amélioré. Si la moto a été achetée par exemple à 200 000 francs, il faut savoir que tu dois conduire pour trouver le double, soit 400 000 francs. Par semaine, tu peux donner 6 000 au propriétaire. La moto que je conduis a été achetée à 300 000 francs. Je me suis entendu avec mon propriétaire pour lui payer au total 600 000 francs. Après quoi, je deviens le propriétaire de la moto. J'étais sous contrat. Aujourd'hui, je suis... L'engin m'appartient à moi-même. Oui, très bien. Et ça me va largement. Il y a des journées qui donnent. Il y a des journées qui ne donnent pas. Parfois, on trouve 2000. Si ça donne bien, tu peux aller jusqu'à 3000. Avant, on pouvait rentrer avec 4000, voire 5000 par jour. Mais aujourd'hui, difficilement, on rentre le soir avec 2000 francs. Dans ce métier, être bien habillé, avoir une bonne haleine, un engin en bon état sont des atouts pour s'attirer les clients. Le COSA n'échappe pas à cette règle. Je vous l'annonçais en titre, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, les forces de l'ordre, de sécurité et de défense positionnées à Tantchani, un campement de Porgar ont été pris pour cible par les groupes djihadistes. Un affrontement entre les deux camps a occasionné de part et d'autre des blessés et des pertes en vies humaines. Quelques jours après cette attaque meurtrière, un calme apparent semble régner. Les populations encore sous le choc s'interrogent sur l'avenir. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna étaient sur le terrain et voici le constat. C'est ici à Tandjani, un campement situé à environ 7 km de Porga Centre, dans la commune de Materi, au nord Bénin, que les premiers tirs nourris des groupes djihadistes sur les positions de l'armée béninoise ont été entendus dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021. 72 heures après cette attaque meurtrière qui a fait plusieurs morts et des blessés dans les deux camps, sur le terrain, c'est la quiétude totale avec une forte présence militaire, mais les populations sont encore sous le choc. Les tirs ont commencé à partir de minuit. On était déjà dans les chambres, on dormait déjà. Et ce sont des tirs là qui nous ont réveillés. Donc c'était au milieu de Kualo et Tantchani, dans le village que je suis. Donc on a paniqué, sinon on n'a pas pu sortir. On est toujours resté dans les chambres. Et ce n'est que le lendemain, et on a appris que c'est les djihadistes qui sont venus attaquer nos frères militaires qui étaient juste au bord du fleuve, non loin de Kualo. Jusqu'aujourd'hui, on ne dort pas ni manger parce qu'on a peur. Toujours, on ne sait pas si c'est fini, la guerre est finie ou bien ça vient de commencer. Théâtre des affrontements entre les groupes djihadistes et les forces de sécurité et de défense béninoises, Tandjani et ses 500 âmes ont traversé pour la première fois une nuit blanche. Très préoccupée par la situation, l'autorité communale est descendue sur les lieux pour assurer les populations riveraines qui ont été affectées par cet événement malheureux. Nous sommes venus au nom de l'État pour en même temps échanger avec la population, pour dire que les forces de défense sont disposées à les défendre. Mais nous avons en face un ennemi qui n'a rien à gagner que de détruire. Hormis les dispositions sécuritaires prises par l'État béninois pour garantir la sécurité et éviter d'éventuels représailles des groupes djihadistes sur les populations, le maire Robert Wembo Kassa a demandé à ses administrés de se déplacer vers Porga Centre. Donc nous demandons à cette population qui est coupée du village de Porga où la sécurité est rassurée, nous leur demandons
de replier sur cette zone. C'est une population de près de 500 habitants. Donc au même moment, nous savons ceux qui vivaient chez eux, un matin qu'on leur demande vraiment sauver les vies, oui, mais nous avons besoin d'avoir un accompagnement pour assurer l'évacuation et aussi créer les conditions minimales pour leur intégration à l'intérieur de Porga où il y avait déjà des difficultés de survie. À peine le message de l'autorité communale passé que déjà certaines populations plient bagage. Si le maire demandait de quitter, on peut quitter parce que c'est lui qui sait à cause de... Il a vu quoi, nous disait que de quitter. Et si le maire a eu l'idée de penser à nos déplacements, c'est pour notre sécurité. Voilà que nous vivons encore un moment où les récoltes ne sont pas finies. Si aujourd'hui on quitte, qu'est-ce qu'on va manger? Tout ce qu'on a eu à faire, des dettes par-ci, par-là, comment on pourra les rembourser? Tout ça, ça fait plus peur. À Porga Centre, tout comme à Tangueta, l'homme vaque librement à ses occupations quotidiennes, la peur au ventre. Tout Tangueta était découragé. Parce qu'un peu partout où on parle à Tangueta, c'est de ça qu'on parle. Et nous, nos camions vont au Burkina, on voit ce qui se passe là-bas. Par exemple, prenons le cas de Burkina. Si vous allez aujourd'hui à Nadiago, il n'y a plus de population. Chaque fois que égorger les hommes, ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut même pas dire les djihadistes, on dit les aladji. On a peur de prendre la voie là. Moi, je m'en vais vers Gondé, je ne vais pas vers Porga. J'ai peur d'aller là-bas. J'ai peur des djihadistes. Je ne vais pas me créer des problèmes, ça fait ça, je ne vais pas aller là-bas. Si certains sont toujours animés par la peur, chez d'autres, par contre, c'est la sérénité totale. Bon, au fait, c'est le lendemain, nous, on a su que quelque chose s'est passé vers Porga. Et on a vaqué à nos préoccupations. Il n'y a pas de problème ici à Tangueta. On n'a pas eu peur. Nous, on est ici à Tangueta. Tout se passe très bien. Sur le terrain, les forces de l'ordre et de défense ont la situation en main. Elles patrouillent de jour comme de nuit pour contrer d'éventuelles attaques djihadistes. Et puis à la suite de ce constat, en bref et en images, les victimes des différentes attaques djihadistes sont totalement hors de danger. Le gouvernement béninois fait preuve d'attention envers les militaires blessés. Le ministre délégué en charge de la défense nationale est allé dans toutes les salles d'hospitalisation à l'hôpital Jean de Dieu de Tangueta pour passer le message de réconfort et de soutien moral de la nation aux soldats dans les lits d'hospitalisation, un peu comme vous les voyez sur ces images. Les soldats victimes avec des blessures visibles ou le stress post-traumatique sont détendus. Le frère Florent, chirurgien du centre, a laissé entendre que le pronostic vital est bon et certains d'entre eux seront libérés dès ce lundi. Et puis on reste toujours dans le Nord. Tournée nationale du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale pour le camp du département du Borgou. C'est à Parakou qui a donc abrité l'étape de la synthèse. La séance déroulée dans les locaux de la mairie a connu la présence des membres de la délégation du ministre Raphaël Akoteyan, puis d'un parterre d'autorités politico-administratives du département, dont bien entendu le préfet Djibril Maman Sissi. Reportage. C'est la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Parakou qui a servi de cadre à cette rencontre entre Raphaël Akoteyan et les élus des différentes communes du Borgou. La séance s'inscrit dans le cadre de la tournée entreprise par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale pour mieux vulgariser les nouvelles orientations de la réforme du secteur de la décentralisation initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. À ma prise de fonction en mai 2021, j'avais envisagé avec mon cabinet de descendre dans nos communes pour qu'ensemble, avec vous, nous réfléchissions et arrêtions de façon participative et concertée ce qui va être, dans le cadre déjà fixé par le gouvernement, les axes spécifiques et prioritaires qui vont être la boussole de nos actions communes. Cela permettra de relever ensemble les défis qui sont les nôtres dans le secteur de la décentralisation. L'occasion a permis aux élus communaux présents
de poser toutes sortes de préoccupations dans le but de mieux cerner la réforme. C'est le cas du maire de Kalalé, dont la préoccupation porte sur le fonctionnement des secrétariats d'arrondissement. Quand nous prenons le cas, par exemple, des secrétaires d'arrondissement, on a dit qu'il faut qu'ils puissent avoir 4+3. Le jour là, il y avait beaucoup de douleurs aussi. Je sais qu'au niveau de la NCD, cette douleur a été portée. Nous ne savons pas si ça a été pris en compte. Après pratiquement une demi-journée d'échange, l'autorité ministérielle dit avoir pris bonne note des recommandations formulées et des dispositions envisagées pour arriver à bout des problèmes qui minent les administrations communales. Les dispositions envisagées et les recommandations formulées pour résorber les problèmes qui ressortent de nos échanges feront l'objet d'un plan d'action de mise en œuvre dont le suivi sera fait de façon adéquate par les services techniques compétents, notamment les services techniques compétents de la préfecture et de la direction des collectivités territoriales sous ma responsabilité personnelle. Les participants se disent satisfaits d'une rencontre venue à point nommé. Ils gardent désormais le regard tourné vers leur ministre de tutelle pour la prise en compte des recommandations formulées. Et voilà, c'était donc un compte rendu de Ulrich Abalo, Ibrahim Bakounouré. Il y a 5 ans, vous l'avez peut-être oublié, le Bénin était frappé par un drame qui a occasionné plusieurs morts et blessés. C'était le 8 septembre 2016 à Toria-Vamin, dans la commune de Toribosito. Des hommes et des femmes ont péri dans les flammes sur un site d'enfouissement des produits avariés alors qu'ils tentaient de soustraire du feu ces produits qu'ils estimaient encore consommables. En son temps, le gouvernement, en plus de l'assistance apportée aux victimes, a pris ses responsabilités pour sanctionner les acteurs qui sont intervenus dans le processus de cette opération d'incinération des produits avariés. 5 ans après, une équipe de la rédaction de Canal 3 est repartie sur le terrain et voici les images. C'était un jeudi noir à Tori-Avamin, dans la commune de Toribosito, à une 50aine de kilomètres de Cotonou. À l'origine, une explosion de produits avariés incinérés sur ce site. Le drame est survenu alors que les populations de la localité cherchaient à récupérer des marchandises jugées impropres à la consommation. Donatien, l'un des propriétaires terriens ayant vendu le domaine au promoteur du site de décharge, a vécu la scène. Il raconte les faits. Pendant que l'incinération des produits avariés était en cours, j'ai vu des gens se diriger vers le trou d'où sortaient des flammes. Du coup, certains y sont tombés et moi j'ai essayé de leur porter secours, mais malheureusement, il y en avait qui sont décédés sur place. Les faits remontent au 8 septembre 2016. En 2021, 5 ans se sont écoulés et Canal 3 revient dans le périmètre de la catastrophe. Le bilan en termes de morts et de blessés était lourd. Dans cette maison seulement, par exemple, 18 personnes ont péri dans les flammes dévastatrices et depuis ce temps, les portes de la chambre sont restées fermées. Sur place, on retrouve quelques rescapés. Les blessures se sont certes cicatrisées, mais les séquelles et le traumatisme demeurent. C'était le pire moment de leur vie. 5 ans après, on est rétabli. Seulement que les conséquences de brûlure demeurent. Moi, par exemple, mes doigts ne répondent plus bien et ne me permettent pas de travailler. Après l'incident, j'ai repris mon activité de vente de charbon, mais je n'arrivais pas à supporter la chaleur. J'ai dû abandonner pour commencer la préparation du gari et de la cassa. La plupart des victimes ont laissé derrière elles époux, épouses et enfants. Il est Touko est le chef de village de Hungo. Il a perdu son oncle et sa femme enceinte. Au lendemain du drame, l'élan de solidarité nationale et internationale a été spontanément manifesté. Les rescapés et ceux qui ont perdu leurs proches ont été réconfortés et soutenus de diverses manières. Mais ce geste d'humanisme était éphémère. Après le défilé de consolation, place à la dure réalité. Notre ancien chef d'arrondissement, Viano Augustin, nous portait régulièrement assistance. Mais depuis son départ de ce poste, plus personne ne nous vient en aide.
Je souhaite que les autorités pensent à nous comme le faisait notre ancien chef d'arrondissement. Nous avons assez d'orphelins à prendre en charge. Si elles pensent à nous, ça nous ferait beaucoup plaisir. J'invite le gouvernement à nous aider afin qu'on puisse reprendre nos activités. Le site de décharge est fermé et interdit d'accès. Après le drame, le gouvernement a pris ses responsabilités pour ce type d'activité. D'importantes mesures ont été prises pour renforcer la vigilance et la sécurité au niveau des sites. C'est la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okwe qui assure le suivi et la conformité des activités d'enfouissement des produits avariés de toute nature. Le sujet fait désormais l'objet de beaucoup d'attention. Avec la police républicaine, nous sécurisons le transport. Et puis également, pendant tout le temps que dure l'opération, les éléments de la police restent présents jusqu'à ce que les produits, suivant le protocole de destruction, nous suivons le protocole, et les produits sont détruits et pendant un certain temps, les éléments de la police restent sur place pour que les populations ne viennent pas déterrer les produits. L'incident d'Avamé est le plus grand drame ayant frappé le Bénin ces 5 dernières années. Les coupables de la catastrophe ont été sanctionnés, mais le village a toujours du mal à tourner cette page sombre de son histoire. Entre regrets et douleur, Tori Avamé continue de penser ses plaies et de pleurer la tragique disparition de ses filles et fils avalés par les flammes. Et c'est sur ce reportage billet retour 5 ans après à Tori Avamé que se referme le 13h au Bénin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin.